Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovlog, j'espère que vous allez bien. Notre invité d'aujourd'hui, vous connaissez probablement son personnage, mais le connaissez-vous réellement? Nous l'avons rencontré dans ses bureaux à Québec le jour de son anniversaire et je vous le présente immédiatement après ce qui suit. Bonjour, nous avons un invité tout à fait spécial aujourd'hui, un invité qui, soit dit en passant, n'a presque plus besoin de présentation. Stéphane Blais, bonjour. Salut Jean-François, je suis super content de t'accueillir à nos bureaux. Merci beaucoup. Je suis tellement content que tu aies accepté, Stéphane, qu'on puisse avoir cette entrevue-là. Je pense qu'on va avoir plein de belles choses à discuter aujourd'hui. On va essayer de faire découvrir à nos auditeurs qui se cache derrière le personnage public que tu es. Je sais que tu es bien impliqué dans plusieurs organisations. Oui. En fait, tu es le président du Parti citoyen au pouvoir du Québec. Exactement, oui. Tu es également le président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Tu t'es pas trompé? J'ai triché, j'ai pas de mérite. C'est tellement un long nom, Oui. un beau nom, Oui, mais un bien long sûr, nom. parce que c'est un nom qui dit ce que ça dit. La Absolument, défense des droits et libertés du peuple. tout à fait. Oui. Qui est Stéphane Blais? Père de famille, oui, j'ai 4 enfants. J'ai une super conjointe. Mes enfants, comme on disait tantôt, 2 couvées. Donc, j'ai une grande fille de 28 ans, un grand gars de 22, l'autre a 20 ans, et ma petite dernière, je pense que les gens commencent à la connaître, Evelyne, qui a 4 ans. L'enfance d'un gars comme Stéphane Blais, ça avait l'air de quoi? Ben moi, personnellement, j'ai adoré mon enfance. Je viens d'Abitibi-Témiscamingue, donc je viens d'un petit village qui est Saint-Félix-de-Dalquier, qui est à 10 km au nord d'Amos, donc entre Amos et Matagami. Donc, alors, mon enfance, nous, en fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs où, au milieu du village, il y avait une grosse bâtisse, puis c'était l'épicerie, le bureau de poste. Également, il y avait un poste d'autobus scolaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toujours du monde. Quand je rentrais par la porte centrale de l'épicerie, ça allait directement dans nos logements. Je voyais toujours des messieurs boire le coke ou, tu comprends, qui étaient assis sur un banc. Là, c'est vraiment... Alors, j'ai vécu dans une épicerie toute ma vie, puis le bureau de poste. Ma grand-mère a été une source d'inspiration incroyable pour moi et mes 2 sœurs. J'ai 2 sœurs. Wow. Et ma plus grande sœur, qui est plus jeune que moi, mais elle est handicapée intellectuelle. OK. Et j'ai ma sœur Suzy, que je salue, qui est une fan du groupe, du mouvement actuel là, dans le cadre du COVID-19. Puis au secondaire, c'est ça. J'ai eu moi, j'étais un gars qui avait 3-4 amis. Puis j'étais chum avec tout le monde. Mais est-ce que ces amis-là sont encore dans ton entourage aujourd'hui? En fait, pas vraiment. On s'est perdu de vue. Ouais. On s'est perdu de vue. Puis après mon secondaire, je suis allé, j'ai fait un échange étudiant. Ça a vraiment eu un impact sur ma vision de la vie. Un échange, j'avais été sélectionné pour faire l'échange Rotary. Wow. Donc, ils prenaient un étudiant dans la polyvalente, puis j'avais passé des entrevues et tout. Donc, ils m'avaient choisi. Et ça m'a permis d'aller en Australie 1 an, puis de côtoyer différentes cultures, différentes personnes. Je pense que ça m'a ouvert... Je ne veux pas juste le penser, mais ça m'a ouvert l'esprit. Est-ce que tu parlais anglais avant d'aller en Australie? Je baragouinais l'anglais. OK. Et à mon retour, ça m'a aidé à me bilinguiser. Donc, par la suite, je suis déménagé à Québec en allant au cégep, au séminaire Saint-Augustin. Ça dénote un petit peu, si je parle de mon enfance, peut-être de l'influence qu'a eu surtout ma mère au niveau spirituel. Donc, et puis, j'avais des cousins et cousines qui étaient allés au séminaire Saint-Augustin. Donc, pour moi, c'était une continuité là, intéressante. Puis, on vivait en résidence. Puis, chaque région avait sa résidence. Donc, je venais de l'Abitibi. Donc, tu dis que tu as une sœur qui est un petit peu déficiente intellectuelle, c'est ça? Oui. Comment on vit avec ça dans la vie de tous les jours? Écoute... Ça doit susciter, ça doit amener même des valeurs humaines extraordinaires. Moi, ma petite sœur, là, on restait sur la rue principale, puis il fallait faire attention parce qu'à Saint-Félix, il y a des camions de bois qui circulent beaucoup, là, parce que c'est très forestier, l'Abitibi. Donc, je la prenais toujours par la main, puis j'allais à l'école. Puis un jour, il y a une éducatrice à l'école qui prenait soin de ma sœur, puisqu'elle allait à l'école régulière, là, avec une déficience intellectuelle quand même importante. Et elle me disait,
pourquoi tu prends toujours la main de ta sœur? Tu sais, ben, j'ai dit, moi, je protège ma sœur. Tu sais, je protège ma sœur. Parce qu'il faut comprendre une chose, et les enfants peuvent être méchants aussi. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours été un protecteur, puis ça a toujours été un peu dans ma nature On le voit. de protéger. Toujours, toujours protéger. Donc, puis encore aujourd'hui, ben, c'est toujours très émouvant pardon, Vas-y. de revoir ma sœur. Ouais. Je l'aime beaucoup. Vous vous voyez régulièrement? Québec-Abitibi, on se voit 1 à 2 fois par année. Puis maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'elle s'est fait un copain. Wow! Ma sœur, elle a réussi par les cours aux adultes à finir son secondaire 5. C'est génial. OK, oui, c'est vraiment beaucoup Bel de accomplissement. travail. Beaucoup de travail. Et elle vit le parfait bonheur avec son chum. Mais c'est tellement cute. Ils sont vraiment beaux ensemble, oui. Tu parlais tantôt aussi de un petit peu ton périple avec Saint-Augustin puis tout ça. Oui. Tu es quelqu'un qui a une certaine spiritualité. Tu es quelqu'un qui croit en Dieu, Oui. en Jésus, puis tout ça. Est-ce que c'est venu foncièrement de... En fait, je crois en Dieu et je crois que Jésus a véhiculé les bonnes valeurs. Est-ce que Jésus, comme entité, pour moi, c'est toujours... je suis toujours en basculement. Peut-être que c'est normal. Des fois, j'y crois pas. Des fois, j'y crois. Des fois, plus ou moins. Mais les valeurs véhiculées, pour moi, sont fondamentales. Mhm. Tout ce qui est apporté, pour moi, c'est fondamental. Donc, c'est au niveau de l'éthique, au niveau de l'altruisme, d'aimer les autres et de donner sa vie pour les autres aussi. C'est le plus bel exemple de ce qu'un humain doit faire. À mon avis, pour être heureux, il faut que tu apprennes à t'oublier aussi, puis que tu penses aux autres. Est-ce que tu dirais que Jésus, c'est quelqu'un d'inspirant, puis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, te pousse à donner même toi ta vie? Parce que c'est ce que tu fais à quelque part avec la Fondation, tu te trouves à te donner ta vie, parce que c'est clair que dans ce que tu fais, tu dois manger des claques à la gueule aussi. Oui, bien écoute, comme j'expliquais, je l'ai expliqué à maintes reprises, quand tu as une pratique comptable, puis que tu gagnes super bien ta vie, tu sais, je veux dire, j'ai un titre comptable, là, je suis CPA, j'ai une belle clientèle, ça fait même 3 ans que je pratique. J'ai eu mon titre en 2003, puis je pratique depuis 98. J'ai aussi fait des études en sciences politiques. Donc, j'ai une passion de la science politique, là. C'est un levier collectif, la politique. Si c'est bien utilisé, ça peut changer les choses. Définir ses valeurs, c'est important, parce que la réussite, c'est nous qui déterminons c'est quoi la réussite. Donc, c'est en fonction des valeurs que tu as, de dire, ben moi, je vais être dans mes souliers. C'est ça la réussite. C'est dire, est-ce que je suis sur mon X, comme tu disais tantôt? Donc, moi, je considère que je suis sur mon X depuis 18 ans, l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à épouser la carrière d'un CPA, d'un comptable? Très intéressant. C'est toujours une influence par rapport au passé. C'est que celui qui m'a choisi pour aller en Australie, c'était un CPA. À l'époque, on disait comptable agréé. Et j'ai fait le voyage en Australie. Et en Australie, il y avait un business broker. Donc, j'ai été business broker. Et ça prenait le titre de comptable pour être business broker, donc un intermédiaire en vente d'entreprise. Okay. Alors, j'ai fait ça. Donc, je suis CPA, j'ai été business broker. Et ma passion première, par contre, ça a toujours été la politique. Donc, moi, je suis chanceux parce que je fais ce que j'aime dans la vie. Puis si j'ai quelque chose à dire aux gens, puis je le dis toujours à mes enfants, toujours, ne te soucie pas s'il y a du travail dans ce que tu vas faire. Fais ce que tu aimes, ce qui te passionne. Parce que c'est ça le carburant. Le carburant. Fait que moi, du carburant, j'en ai à l'infini parce que j'aime ce que je fais. Même si c'est difficile, même si je reçois des coups, même si c'est très incisif, j'adore ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de dire tu reçois des coups et tout ça. Ça va super bien. Si je suis là, c'est parce que je suis sur mon X. Mais tu parles de coups. Ça m'amène à peut-être un volet un peu plus présent et actuel. Il est arrivé un épisode dernièrement. Mais peut-être avant d'aller dans l'épisode, Stéphane, je te posais la question, qu'est-ce qui t'a amené à sauter dans la politique, dans l'élément déclencheur avec Citoyens au pouvoir? Parce qu'après ça, Citoyens au pouvoir t'a emmené aussi après ça avec la Fondation. Je veux juste savoir, moi, l'élément déclencheur qui a fait qu'il y a eu Citoyens au pouvoir puis la Fondation. La passion, la conviction profonde puis les valeurs. OK? Donc, ça ici, là, j'ai la conviction profonde qu'on peut, au Québec, changer notre société puis faire une refonte en profondeur de nos institutions pour redonner le pouvoir au peuple. OK? C'est une conviction profonde. Alors, j'ai été approché,
j'ai accepté, sous condition d'avoir un vote des membres de Citoyens au pouvoir, qui était anciennement, qui a été temporairement le parti qu'a occupé Bernard Gauthier, dit Rambo, mais bon, appelons-le Bernard par respect. Alors, puis pour moi, c'était un défi aussi de dire, bon, mais moi, je suis un gars d'organisation, donc de prendre une organisation puis de se faire prendre son envol. C'est un beau défi de prendre une organisation puis de la faire croître, de lui donner une mission claire, d'établir des objectifs à atteindre. Puis là, bien, il y a une élection qui s'en venait. Un gars stratégique. J'aime ça, la stratégie. Ça fait partie des qualités d'un leader, right? On en a parlé à l'Assemblée nationale. Tout est stratégie dans la vie. Pas juste en politique, mais dans la vie. Il faut que tu aies une stratégie de vie, puis la stratégie t'amène au fameux chemin qui est sur ton X. Là, bon, c'est ça. Et, écoute, tout en travaillant, je me suis adjoint les services de bons collaborateurs. Et je voudrais saluer Dominique Prudhomme, qui a été vice-chef pour le parti. Je voudrais également saluer Stéphane Lévesque, qui est présentement encore sur l'exécutif du parti, parce que ça, c'est des gens qui m'ont marqué, puis Régent Couture aussi, qui est l'agent officiel. Alors, ces gens-là m'ont permis, au niveau du noyau, de lever un parti avec 56 candidats en l'espace de 2 mois. C'est une belle réalisation. Puis, on est allé en élection et il y a eu Dan Pilon aussi, en passant, qui est un ancien candidat qui s'est joint à l'équipe. Puis, au niveau marketing, il a fait lever ça, là, parce qu'il a géré la page. Puis, on a eu tellement de plaisir. Et Alexis Cossette-Trudel aussi, qui a été candidat. Donc, c'est toutes des gens... Dans la même année que toi? Oui, c'est 2018. Donc, en passant, la crise est arrivée. Le noyau était déjà formé. Avec des anciens Citoyens au pouvoir. Et Citoyens au pouvoir a été le véhicule qui nous a amenés à la fondation, à la concrétisation, puisqu'on a été le seul parti politique qui s'est levé pendant la crise, qui a dit c'est assez, puis il va falloir qu'on cesse d'avoir peur, puis qu'on agisse, puis qu'on protège les citoyens, parce que la protection du citoyen, c'est un point d'ancrage de Citoyens au pouvoir. Nous, on est des gens de principe. On a travaillé en équipe, puis l'idée est venue d'une fondation. Alors, la fondation... Elle a deux missions fondamentales. OK? Protéger les droits et libertés du peuple en fonction des droits fondamentaux qui sont censés être garantis par la Constitution. En fait, la Charte des droits du Canada et du Québec. Et l'autre mission, c'est de créer un éveil collectif et de mobiliser la population afin qu'ils prennent conscience qu'ils sont ce que j'appelle le 4e rempart. Donc, les 3 premiers, on sait que c'est l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Et là, on travaille sur le volet judiciaire, mais aussi sur le rempart de l'éveil collectif. Et je pense que si on regarde ça là, sur un plan macro, on est en train de faire un pas pire job. La fondation, il y a eu l'élément déclencheur qui était surtout la crise sanitaire. Oui, exact. C'est ce qui fait en sorte que par la suite, on démarre la fondation. Il me vient une question comme ça, Stéphane. Il y a des gens qui peuvent penser peut-être sur le terrain qui peut avoir apparence de conflit d'intérêts, le fait que tu sois président et du parti et de la fondation. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Éventuellement, mon objectif, c'est d'avoir une équipe assez solide, parce que la question que je me suis toujours posée, c'est qui va prendre ma place? Citoyens au pouvoir ou dans la fondation? Non, dans la fondation. Dans la fondation. Bon, l'objectif de la fondation, puis je vais en revenir avec le lien du conflit d'intérêts, c'est vraiment de mettre en place des stratégies légales, en termes de poursuite et en termes d'injonction. Donc, il y a des dépôts de poursuite qui sont du moyen terme, puis les injonctions, c'est on bloque. Donc, il fallait aller chercher des avocats, ça a été fait. Galati à Toronto, Maître Bertrand, dépôt de la poursuite, report de la loi 61. Il y avait l'objectif de bloquer tout ça. Alors, 61 repoussé de 4 mois. Donc, pour nous, ça a été quand même une super belle victoire. On ne se l'attribue pas toute, mais en passant, je pense que l'impact psychologique d'une poursuite contre le gouvernement, ça a fait réfléchir certains parlementaires qui ne bougeaient pas avant notre arrivée. Bon. Puis les injonctions, c'est quoi les injonctions? C'est au niveau des masques, on travaille des stratégies avec Galati, que ces experts qui vont déposer en Ontario, on va avoir le résultat. Puis la réciprocité qu'on a avec eux, c'est qu'on va prendre 6 gangs, on prend intégralement les mêmes experts avec la même poursuite, on la dépose au Québec. Donc, si on gagne en Ontario, on va gagner au Québec. Mais ça fait sursauter quelques personnes. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout compris cette stratégie-là. On va l'expliquer, après ça, on parlera du conflit d'intérêts. OK. On va faire une parenthèse, on va revenir au conflit d'intérêts parce que tu rouvres vraiment la discussion là-dessus. Moi, je sais pourquoi vous l'avez fait. Oui, Galati. Oui. Mais pourquoi avoir été en Ontario
pour pouvoir défendre les droits et libertés au Québec? Au Québec. Bonne question. Alors, le Québec fait partie du Canada. Oui. Le dépôt va aller en Cour suprême. C'est 100% sûr. Parce que si Galaxy gagne, le gouvernement d'Ontario et du Canada qui le poursuit va vouloir aller en appel et vice-versa. Et ça va aller en Cour suprême, puis après ça, ils vont statuer. Gagner en Cour suprême, ça protège tous les Canadiens sur la loi des mesures d'urgence, son caractère excessif et également son caractère inconstitutionnel. Donc, ça, on vient de régler Maître Galaxy. Et la poursuite de fond, OK, la plus solide, c'était Galaxy. C'est lui qui l'a. OK? Ça n'enlève rien à Maître Bertrand. Mais Maître Bertrand, la victoire, OK, avec Maître Bertrand, là, je ne mets pas mes gants blancs, là, OK? Non, mais vas-y, on t'aime comme ça. il est sélectionné, il a été sélectionné parce que, d'une part, il a une expérience constitutionnelle, il est en Cour suprême, on le sait. D'autre part, c'est quelqu'un qui est connu au Québec, qui allait nous ouvrir les portes des médias. OK? Les cartes avaient été clairement établies pour la désobéissance civile, que la Fondation, on venait de parler avec Maître Galaxy, que la désobéissance civile, c'est un devoir et qu'on allait le faire. D'ailleurs, quand on a des marches à moins de 2 mètres, on désobéit civilement. C'est très relatif, la désobéissance civile. Donc, on prenait Maître Bertrand, on perçait mainstream et on déposait une poursuite, puis après ça, on allait faire un pourvoi en contrôle judiciaire, c'est-à-dire interroger les acteurs qui nous ont mis dans le pétrin au Québec. Ouais. Même si c'est retiré à 2 jours où on devait avoir une date d'audience, le dépôt du 8 juin, je peux vous dire, parler à la communauté d'avocats du Québec, ils me disent qu'on a shaké les colonnes du temple. Les colonnes du temple. Ouais. Et ça, pour moi, de l'entendre, ça me fait drôle, mais en même temps, je suis content. Ouais. Je suis content. Et puis, bon, ben, on me le dit, puis c'est des perceptions. Ouais. Ça, mais si ça vient de l'interne, à la fois du gouvernement et au niveau de la communauté légale, ben pour moi, c'est un velours de dire, ben, au moins, on a fait reculer la loi 61 de 4 mois. Ouais. Et oui, ça a coûté 126 000 $, mais le pourvoi, il appartient à la Fondation. Il peut être repris par un autre avocat. Je comprends. Ouais. Le conflit d'intérêt maintenant. Le conflit d'intérêt, en fait, oui, il y a un conflit d'intérêt. Ouais. Puis comment tu gères ça? Ben, le conflit d'intérêt, c'est qu'il faut faire une refonte en profondeur des institutions du Québec. Alors, ça prend des outils pour faire cette refonte en profondeur-là. Et Citoyens au pouvoir a ces outils-là. Maintenant, la Fondation, elle est apolitique. C'est pour ça que je ne parle jamais de Citoyens au pouvoir. Ouais. Parce que quand on va avoir atteint nos objectifs de lever, de lever la masse pour qu'elle s'éveille, okay? Ouais. Et quand on va avoir atteint nos objectifs au niveau légal, c'est sûr que la Fondation, j'aimerais qu'elle continue, mais elle va continuer sans moi. La façon que la Fondation elle a connu une croissance phénoménale dans un court laps de temps. En fait, la Fondation, 90 jours. Mais tu vois, 90 jours. On le nomme en jours. C'est pareil comme un bébé naissant. Exactement. Bébé naissant. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Puis une levée de fonds extraordinaire. Oui. En une soirée. En une soirée. Puis après ça, on a laissé aller. Puis on s'est occupé de nos avocats, puis de structurer les événements et tout ça. Donc, ça a levé 468 000 $ jusqu'à maintenant. Et puis, ces fonds-là, les gens voient qu'est-ce qui a été fait avec les fonds. Mais tu vois, juste avant d'aller là, tu es un comptable toi-même. Puis c'est sûr que quand on connaît une croissance dans le milieu des affaires hyper rapide, ça amène son lot de risques aussi. Ça amène l'envers de la médaille aussi. Parce qu'on doit gérer tout le succès rattaché à ça, toute la main-d'œuvre. Il y a plein de choses qu'on doit gérer. Ben oui, bien sûr. Super belle croissance. Belle image. Écoute, moi, j'ai couvert quelques-uns de vos événements, puis il y avait du monde, puis les gens étaient là, les gens ont donné, les gens étaient généreux. Puis à un moment donné, on a comme senti, j'utiliserais ton expression, Stéphane, je dirais quasiment, les colonnes du temple ont shaké. Oui. Parce que là, après ça, vous avez perdu... Maître Bertrand est sorti du pourvoi. C'est ça, puis il y a eu Jean-Jacques Crèvecoeur et Caroline Mayou. Exactement. Et donc, il y a comme 3 personnes qui sont parties comme... Oui. Puis ça a amené une image un peu négative Bien sûr. Dans la population. Ben oui. Puis ce qui était important pour moi, c'est que, encore une fois, c'est un peu comme si tu es quelques-uns dans le désert, puis que la masse s'en va à gauche, puis que tu penses que c'est là qu'il faut aller. Ouais. Okay? Ben, ça ne veut pas dire que parce que la masse s'en va à gauche, qu'il faut que tu suives la masse. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que si on prend Maître Bertrand,
82 ans, sa fille est associée dans un cabinet. Ouais. On parle de Maître Bertrand, après ça, on va parler de Caroline. C'est bon. À 2 jours, décidé de trouver un prétexte à l'effet que, bon, Stéphane a organisé il a essayé de me piéger en organisant un souper au Conti, et puis il a fait un discours sur la désobéissance civile. Ça, c'est son prétexte. Alors, dans la vérification diligente, on a démontré que, preuve à l'appui, avec témoignage à l'appui de José Turmel, que c'est José Turmel et Dan Marino qui ont organisé le Conti, qui l'ont invité par Messenger. Il a lu son invitation. José m'a dit, Stéphane, fais donc un suivi parce qu'on n'a pas de réponse. Alors moi, j'ai fait un suivi téléphonique et c'est ce suivi téléphonique-là qui fait qu'il s'est trouvé le prétexte de sortie. Concernant la désobéissance civile, tout ce que j'ai fait comme reportage avec Rocco Galati était pro-désobéissance civile et j'étais avec Rocco Galati bien avant Maître Bertrand. Et on a même fait un reportage qui a été publié par Alexis Cossette-Trudel où Maître Bertrand justifie la désobéissance civile pour que les gens aient des tickets, pour qu'on puisse aller plaider. Et le discours que j'ai fait en passant le 8 juin était beaucoup plus virulent que celui que j'ai fait au Conti, qui était simplement vraiment très, 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 très soft. Mais à mon avis, Maître Bertrand a eu peur parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le gouvernement du Québec, je veux dire, ça peut être intimidant de le poursuivre et puis ça se peut peut-être des représailles. C'est quelqu'un qui prône la transparence. Bien sûr. On parle de Maître Guy Bertrand. Est-ce que tu regrettes d'avoir sorti toute la lettre de Maître Guy Bertrand avec la raison pour laquelle... Parce que tu sais, il y en a qui vont dire, Stéphane, ça c'est sous le couvert de la confidentialité. Tu as brisé le lien de confiance par rapport à ça. Il n'y a rien de confidentiel à la Fondation, outre les stratégies légales. Parce que si on dévoile tout notre jeu à l'adversaire, OK, bon, mais maintenant, si on parle de Maître Bertrand envoie une lettre à Stéphane Blais confidentielle, non, elle va être mise publique parce que ce qui est dans la lettre est faux. Je suis en désaccord et on va vous prouver que c'est faux. Et on l'a prouvé par une vérification diligente faite par un comptable et une avocate. OK? Je t'ai dit, j'étais pour te poser les vraies questions. Oui, j'aime ça. En même temps, j'aime ça me faire travailler en passant. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent, par exemple, Stéphane, c'est un loup solitaire, c'est ses stratégies à lui, c'est one track mind, c'est ma façon à moi de... c'est ma façon ou il n'y a pas de façon? OK. C'est partiellement vrai dans le sens que si ça va contre mes valeurs, je ne m'impliquerai pas dans l'organisation. OK. Donc, mes valeurs, si ça ne va pas dans mes valeurs, je ne m'impliquerai pas dans une organisation. Ça, c'est clair. Par contre, est-ce que c'est vrai que je suis un loup solitaire? La réponse est non. À preuve, c'est que dans l'implication, je vais tenir le cordeau serré pour qu'on atteigne les objectifs. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais si tu es président d'une fondation, tu crées une fondation, tu vas chercher les avocats, tu vas chercher le financement, puis tu as besoin d'être épaulé, puis que les objectifs ne s'atteignent pas, c'est sûr que tu vas dire qu'il faut qu'ils s'atteignent. Je n'irai pas dans le détail. Pour des personnes qui ont été vexées, peut-être dû faire en sorte que ma job, moi, c'est pas de me montrer à face en public, c'est de sauver l'avenir de ma fille de 4 ans. Fait que moi, je suis là pour ça. C'est ce qui donne ton gaz à tous les jours de te lever. Et tous les enfants que je vois à la petite garderie de ma fille, quand je vais là, je vais dire, je suis tout là pour les protéger. Puis je vais les protéger. Puis je vais protéger tous les petits Québécois. Puis les personnes aussi, comme ma sœur, qui sont déficients intellectuels, qui ne sont pas capables de se défendre contre les loups. Quand tu parlais de loups, je pense que c'est plus le gouvernement qui est un loup. Si on regarde l'équipe qu'on a présentement, là, je laisse... Vous pouvez parler à Mel Goyer. J'ai même eu des correspondances avec des personnes qui m'ont dit « Ah, tel événement, tout ça. » J'ai dit « Ah, l'événement, moi, je ne m'occupe pas de ça. » C'est Mel Goyer qui s'occupe de ça parce que c'est la championne. Elle a de la drive, elle a du leadership. Tu as trouvé ton organisatrice d'événements. Oui. Alors, automatiquement, je me retire de là. Moi, je ne vais pas dans le champ de compétences de quelqu'un que je sais qui est capable de livrer. Et Mel Goyer, elle livre. Et Dan Saint-Hilaire, c'est un stabilisateur. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a coaché Bruni Surin. C'est un gars c'est un long run. Tu sais, le gars, c'est un stabilisateur, puis il est là pour stabiliser au niveau des relations humaines. Là, il va aller parler aux gens, il va stabiliser la situation. Les gens, il y a toujours des gens qui font des rumeurs, puis qui vont essayer de... Alors, la personne qui va aller les voir et qui va lui parler, c'est quoi que tu as demandé comme question? OK? On peut-tu répondre à tes questions? As-tu besoin d'avoir des papiers? Bon, c'est Dan Saint-Hilaire. C'est un entremetteur. Tu sais. Puis moi, je suis un fighter. Moi, je suis le gars, je suis heureux quand je suis champ de bataille. Puis, c'est ma nature. Puis l'argent?
Oui. Parce que, tu sais, l'argent... L'argent, il y a pas, en passant à la Fondation, là, 468 000 Ouais. pour défendre C'est rien, là. tous les Québécois, je veux dire, d'arrêter les gens de penser que c'est la fin du monde. Là. Non, mais je Parce veux que dire, c'est rien pour moi, 468 000 ça va nous prendre beaucoup plus que ça. c'est clair, parce Ouais. qu'avec 468 000, on peut Non. peut pas gagner, là. C'est bon. C'est un bon départ, mais on peut pas probablement gagner. une des meilleures levées de fonds faites sur les réseaux sociaux de l'histoire récente. Ouais. OK? Maintenant, elle a servi à quoi cet argent-là? On a publié les états financiers le 17 juillet. OK? 72 jours d'existence. Naturellement, il y a eu des allégations. Moi, je pense qu'il y a eu une tentative de sabordage de la part d'une personne. Okay, Non, mais on se comprend, Stéphane. Okay. Avec 468 000, oui. tu ne peux pas gagner contre l'État si tu n'as pas plus que ça. Il va y avoir d'autres vagues qui vont se faire. Bon. Mais l'objectif là, des états financiers à 72 jours, c'est de démontrer que toutes les allégations qui avaient été faites, c'est une tentative de salissage et de sabordage de la Fondation, puisqu'une personne, dans son ego, avait été vexée. Donc, si je sors, je brûle la Fondation. Pas plus, ça peut passer, ça. Là. Moi, je n'ai pas peur des représailles parce que la Fondation, on a eu naturellement des conseillers qui étaient en arrière, qui ont tenté de stabiliser aussi les émotions des personnes, certaines personnes qui sont parties, surtout celles qui ont voulu mettre le feu. Bien, ça a permis de sauver la Fondation parce qu'il y a eu beaucoup. En fait, tout ce qui était dit dans les allégations écrites était fausse. De toute façon, c'est public. Et c'est public. Puis ça a été. Il y a eu une vérification diligente qui a été faite par l'avocate de la Fondation et le comptable externe. Et tout ce qui a été allégué tenait pas la route, a été réfuté. Mais tu réponds quoi à tous ceux qui disent Stéphane Blais s'en met plein les poches avec la Fondation? Ça, j'ai trouvé ça le fun en passant de cette allégation-là qui vient indirectement de Ken Pereira. De façon indirecte, ça a été publié ça, sur Radio X. Bien, en fait, ce que je dirais, c'est que comme comptable, j'ai les frais fixes, c'est présentement dans mes bureaux. On est dans une salle de conférence, il y a plusieurs unités ici. Je fais 175 $ l'heure facturée à mes clients. Alors, dans la Fondation, j'ai simplement pris 25 $ l'heure pour couvrir une partie de mes frais d'opération parce que j'ai perdu volontairement. J'ai dit à certains clients, je ne pourrais plus les servir. Donc, ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars pas que ça me fait plaisir de perdre, c'est que je vais les perdre justement parce que je veux focusser sur la cause. Puis la cause, c'est sauver l'avenir de nos enfants. Donc, est-ce que s'en mettre les poches de façon transparente, mis dans un état financier, puis mon salaire est mis, là, 1 000 $ par semaine, puis je suis au-dessus de 40 heures là, dans la Fondation, puis je travaille en plus de ce temps-là, puis il y a un sacrifice familial que je fais. Est-ce que 25 $, c'est m'en mettre plein les poches? Alors, je réponds à Ken Pereira, j'aime ça des fois donner un bon coup, je réponds que s'en mettre plein les poches, c'est peut-être l'article de TVA qui indique que pour acheter le silence de Ken Pereira, voici 500 000 $. Alors, le 500 000 $ qu'il a encaissé pour ne pas parler de certains sujets, ça, c'est s'en mettre plein les poches. Alors, non, c'est de gérer une organisation comme la Fondation où personne veut nécessairement prendre le risque de venir s'asseoir sur le siège d'administration parce que, vous savez, il y a des représailles. L'Ordre des CPA, moi, m'ont écrit une lettre qui est à 4 jours de la poursuite pour m'expliquer. Ils voulaient que je réponde à 76 questions en lien avec... En fait, on a fini par répondre avec Maître Dury, mais dans les délais de réponse, normalement, comment je peux dire? Je pense qu'ils comprennent. Ils ont compris leur erreur. C'est pour ça que j'en entends plus parler. Parce qu'on demande à un président de fondation qui poursuit le gouvernement du Québec et un chef de parti politique de se museler et de fermer sa gueule. Il n'y en est pas question. Puis il n'y en est pas question au nom de tous les professionnels du Québec. Puis c'est ce que j'ai dit au syndic. Je ne reproche pas ça à l'Ordre des CPA. Je reproche ça au syndic particulier, qui est Claude Moraire, d'avoir poussé sa loc avec moi. Puis s'il continue de la pousser, je vais me battre pour tous les professionnels du Québec qui, présentement, sont muselés. C'est tellement difficile d'avoir un médecin au Québec, parce que le Collège des médecins leur dit de ne pas parler. Même chose pour les pharmaciens, même chose pour les infirmières. Puis pour les avocats, tu le sais, toi aussi, tu le sais, tu en as interrogé des avocats, ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ni vous en. Est-ce que ça devient lourd de vouloir, je vais le dire comme ça, Stéphane, parce que c'est juste ça qui me vient dans la tête, de vouloir être le sauveur? Non, je ne veux pas être le sauveur. Je suis juste quelqu'un qui, quand je me donne un objectif, je l'atteins.
C'est pas... Un sauveur, c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Ouais. OK? Quelqu'un qui veut atteindre des objectifs puis qui se fout de ce que le monde peut dire. Je me fous pas des gens. Mais ce qu'ils peuvent dire avec des rumeurs, ça, je m'en fous. Parce que les chiffres sont là, vérification diligente, on parle de la fondation encore, là. Ouais. Ben écoute, là, tout est là. Fait que le reste, c'est parce que c'est juste que tu veux que les gens veulent salir pour salir. Alors ça, pour moi, ça c'est la game. C'est une game politique, ça, là. C'est sûr. OK? Puis faire de la politique différemment, OK? Ben c'est ce que je suis en train de faire. Il y a eu Jean-Jacques Crèvecoeur qui a quitté la Fondation. C'était un gros morceau. Ouais. Vu de l'extérieur, on n'était pas à l'intérieur avec votre organisation, mais vu de l'extérieur, c'était un gros morceau, Jean-Jacques Crèvecoeur. Jean-Jacques est revenu. Oui. Moi, je vais parler un petit peu de la réconciliation, parce que la façon que ça a été perçu peut-être à l'écran, c'était quasiment si on n'a pas le choix de se réconcilier pour le bien de la cause. Bien, on n'a pas le choix. C'était quasiment ça le message. Ben, en fait, avec Jean-Jacques, moi, on s'est dit, lui, il n'aimait pas mon style incisif. Puis moi, j'ai pas aimé le fait qu'on était censé avoir des experts en grand nombre, puis c'est pas arrivé. OK? Fait que ça, on s'est parlé là-dessus. Maintenant, on va collaborer sur un projet. On ne veut pas dévoiler tout de suite le projet, mais il y a un beau projet sur lequel on va collaborer, ce qui montre que ce n'est pas juste pour l'image. Parce qu'on va vraiment avoir un projet intéressant qui va probablement mobiliser des professionnels de façon stratégique. Donc, ça, on travaille là-dessus. Puis, ça démontre que c'est pas grave dans un mouvement si les affinités ne sont pas là, mais si les compétences sont mises en commun, on n'est pas obligé de s'aimer, OK? Puis de dire, hey, on s'adore. Non, moi, je ne suis pas de même. Je parlais à Steve l'artiste. J'ai dit, Steve, moi, je n'ai pas d'affinité avec toi. Par contre, je t'aime, man, parce que je respecte ce que tu fais, puis je sais que tu me respectes. OK? Puis en même temps, on n'a pas d'affinité. Par contre, Steve mobilise une fraction de la population, et c'est la même chose pour moi. Moi, je suis un gars transparent, mais je veux qu'on travaille tout le monde en équipe. On n'est pas obligé de faire semblant qu'on s'aime. OK? Ce qu'on doit faire, par contre, c'est créer l'unité. Et dans l'unité, ça ne veut pas dire qu'on s'aime, puis c'est peace and love. Ça, c'est pas ça la game. Là. La game, c'est qu'on a un devoir. Moi, je suis un adepte de la vérité. Tu sais, quand on se parle, on va dire, regarde, OK, je n'ai pas d'affinité avec toi, mais je vais travailler avec toi, parce que je te respecte. Ça, c'est important. Parce que ce que ça va créer, c'est un lien permanent de respect. Et dans le respect, normalement, on travaille en équipe. Puis c'est ce qui se passe présentement. Je pense que c'est à cause de ça le succès. Est-ce que tu penses présentement que l'unité à travers les influenceurs et à travers la fondation, et à travers tous ceux qui sont en train de se lever, existe, ou tu perçois encore ça beaucoup plus que peut-être comme d'opportunisme pour pouvoir se montrer, grossir nos vues, nos visionnements? Bien, il y aura toujours, tu sais, je veux dire, regarde, de 1 à 10, il y aura toujours un petit peu de tout ça. Mais l'essence même du mouvement québécois, puis je l'ai parlé à l'Assemblée nationale, c'est ça qui fait la force, c'est que tous ces gens-là sont là pour la cause. Et puis, on n'est pas là pour juger pourquoi une personne va décider de prendre position, mais de toute façon, je respecte tous les gens qui prennent position parce qu'ils prennent un risque, et puis ils vivent tous. OK, de A à Z, là, de dire, tous reçoivent des mots d'amour, mais des messages de haine aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un débat polarisé. Mais présentement, la statistique est 50-50. Apparemment qu'il y a 50 des gens qui suivent les médias beaucoup plus alternatifs, et il y a un autre 50 qui va suivre un peu plus les médias conventionnels. Je vais te ramener à un événement, conférence de presse avec Guy Bertrand, vous déposez ce matin-là, puis un média traditionnel, pour ne pas le nommer, s'était présenté un petit peu en retard. Est-ce que tu regrettes un peu d'avoir été très, très, très virulent à l'égard de Radio-Canada ce matin-là? OK, 2 choses. J'ai fait un mea culpa envers la personne qui était le caméraman. OK? Mais je ne fais pas de mea culpa envers Radio-Canada. Je n'ai pas fait de mea culpa envers Radio. Donc, fake news, Radio-Canada, c'est définitif que c'est du fake news. C'est de la nouvelle fabriquée. Et à preuve, on poursuit Radio-Canada dans le pourvoi de Rocco Galati, pour leur dire, écoutez, là, vous autres, là, vous êtes payés avec l'argent des taxes des contribuables, puis vous montrez juste un côté de la médaille. OK? Donc ça, c'est inacceptable, puis il va falloir que ce soit tranché en justice, que la population a le droit de voir les deux côtés de la médaille. Étrangement, il y a quelques jours, il y a Stéphane Bureau, que je salue, merci Stéphane, qui a fait une entrevue avec Christian Perron pendant 17 minutes, qui est un virologue
de réputation internationale qui prônent l'hydroxychloroquine comme médicament qui soigne le COVID-19. Donc, bravo à Stéphane Bureau, bravo également à Éric Duhem qui a fait sa sortie contre les masques. Et étrangement, il vient de rompre son lien avec FM 93. Encore une fois, il y a des conséquences qui sont très étranges à prendre position contre un virus, n'est-ce pas? Un virus qui semble être beaucoup plus politique que médical. C'est sûr, c'est sûr. On parle de guerre spirituelle à l'occasion. Oui. Maître Jean Dury, dans l'entrevue avec lui, il en a parlé à 5-6 reprises. Toi, tu mentionnais que c'est une guerre plus politique peut-être que virale. C'est une guerre spirituelle aussi. T'entends quoi par ça, toi? Comment tu l'expliques, ça? C'est une guerre spirituelle? OK. En fait, allons-y du côté concret. C'est qu'on sait qu'en haute instance, il y a des gens malveillants qui font partie de sectes. Appelons ça comme ça, des sectes. Puis des sectes, ben, ça existe, hein? Oui. Et des sectes sataniques, ça existe. Oui. OK? Est-ce que Satan existe? Ça, je ne sais pas. Mais cette secte-là est intéressante pour compromettre les politiciens. Okay? C'est-à-dire que tout ce qui est vice fait en sorte que quand tu es filmé ou quand tu es compromis, ben, tu vas écouter ce qu'on a à dire, right? Oui. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense que les gens doivent comprendre qu'il faut au moins se rendre jusqu'à ce niveau-là, qu'il existe des organisations malveillantes. Et quand on parle de spiritualité, il y a des sectes, des organisations qui, depuis plusieurs années, ont infiltré nos institutions politiques, nos institutions économiques et nos institutions religieuses aussi. J'ai quasiment le goût de te poser la question suivante, Stéphane. Oui, est-ce que tu dénotes une corrélation entre, tu sais, on a quelque part désacralisé le mariage, on a décriminalisé l'avortement, on a sorti Jésus, le Christ, puis Dieu de nos écoles, on a rentré un cours qui était cours d'éthique et culture religieuse. Ah oui. On a sorti le crucifix de nos institutions. Il y a un plan de match. Est-ce que tu penses que depuis qu'on a commencé à sortir comme Jésus de nos écoles, qu'il y a eu comme une débandade qui a commencé à prendre place par rapport à un mal qui est un petit peu plus présent dans nos institutions, dans nos écoles, dans les instances gouvernementales, etc., etc.? Bien, c'est un travail concerté, à mon avis, entre certaines organisations qui sont antichrétiennes, OK? Certains vont les appeler la franc-maçonnerie ou différents noms. Et écoute, avec tout ce qu'on peut voir, je peux dire qu'on a une bonne idée que l'objectif est de vraiment tuer une certaine morale qui est vitale pour qu'on ait une belle cohésion sociale, une société en santé. Puis de l'autre côté, il faut comprendre que les valeurs véhiculées par le Christ, bien, ce sont des belles valeurs, mais ce qui est véhiculé par les institutions, les règles du jeu et tout ça, moi, j'y adhère pas. Okay? Je pense que c'est des bagarres institutionnelles mélangées avec du spirituel, ce qu'on vit présentement. Puis je peux vous dire que Dieu est là pour veiller sur nous. Il nous dit d'avoir la foi, de s'unir. C'est ce qu'on fait. Et moi, je pense que la vérité, la lumière, l'emporte mais très facilement sur le mal. Très facilement. Est-ce que tu dirais... C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur. Parce que c'est la clé, hein, ne pas avoir peur. Ouais. Avoir confiance, mais avoir confiance en sa divinité, c'est important. C'est important, puis de savoir qu'il est avec nous autres. Puis quand les gens me disent, encore une fois, je le répète, on prie pour toi, on prie pour vous, tout ça, moi, ça me fait du bien parce que je sais qu'on est protégé, puis qu'on a une job à faire. Puis moi, quand dans ma mission, je travaille pour cette essence divine-là, la connexion, pour protéger notre société. Mais ça, c'est une croyance. Ouais. OK, donc, c'est ma croyance. Je n'achale pas personne avec ça. Mais moi, je le fais parce que, oui, il y a le volet spirituel de dire, c'est pas vrai que cette belle création-là va être détruite. Puis il faut travailler à la protéger. Mais il faut surtout la remettre dans le sens des valeurs fondamentales. Absolument, absolument. Moi, je te dirais deux choses. Une, il y a un psychologue chrétien, à un moment donné, me dit un jour, tu sais, Jean-François, il dit, pour atteindre Dieu, il faut que tu regardes au-dessus de la tête des hommes. Parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On a une historique religieuse au Québec qui a fait, au niveau religieux, énormément de tort. Il y a quand même une statistique qui est assez plausible, qui dit qu'il y a quand même 68% des Québécois qui croient en Dieu.
mais qui ont cessé de croire en la religion. Ben oui, exactement. Voilà. Fait que ça, pour moi, c'est salutaire. Il y a encore 68 des gens qui croient en un Dieu. Il y a quelque chose de plus grand, qu'on est quelque chose de plus grand que juste du matériel. Non, pour moi, on est spirituel, d'abord et avant tout. Moi, ce que je dis aux gens, l'important, c'est d'être bien dans sa peau et de faire le bien. Donc, si on fait pas ça, moi, je fais pas ça pour être sauvé, là, pour aller au paradis. Là. Ça, c'est... En toi puis moi, je m'excuse, là, je fais ça pour m'actualiser et de communiquer une belle énergie aux gens autour de moi. Il y en a qui font ça pour être sauvés. Je ne veux pas créer un sacrilège, j'en ai rien à cirer. Okay? Je veux dire, si je suis une bonne personne, puis que je ne suis pas sauvé parce que je suis une bonne personne, parce que je n'ai pas fait toutes les prières, non, ça, c'est pas mon style du tout. Mais en même temps, je me dis comme personne, je me dois d'être sage, altruiste et humble aussi. Mais toi, tu le fais pour ça. Il faut que chaque personne le fasse pour sa raison à lui. Moi, la raison pourquoi je le fais, c'est... Imagine-toi, là, l'infiniment grand qui se fait infiniment petit en Jésus, qui vient marcher sur la terre, puis par amour pour l'humanité, décide volontairement de donner sa vie pour nous reconnecter à Dieu le Père. Moi, cet amour-là fait en sorte que j'ai juste envie de suivre un gars comme ça qui m'a tellement aimé, qui a donné sa vie pour moi, pour me reconnecter à Dieu le Père. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. Puis c'est à cause de ça qu'à chaque matin, je me lève puis j'ai envie de suivre. Et tu vas chercher ta drive. C'est ça qui est extraordinaire. Exactement. Tu vas chercher ta drive, tandis que moi, ta façon de percevoir ça, ça me rejoint moins. Moi, je vois ça comme un fil entre l'homme et le Créateur. Et je sens qu'il est là pour nous tous. OK? Et qu'il attend juste qu'on connecte avec lui, qu'on comprenne c'est quoi notre essence. Mais je te laisse avec cette réflexion-là. Peut-être que cette connexion-là passerait par Jésus. Peut-être. Je vais juste te laisser ça comme réflexion. Puis c'est une belle réflexion. Mais en terminant, on a parlé peut-être d'échecs ou de moments un peu plus difficiles. Le moment de bonheur exaltant qui dit « Wow! » Ben écoute... Tu as eu 4 enfants, mais... Oui, mais écoute, c'est sûr que quand j'ai vu... les premières fois que j'ai côtoyé ma femme, Marie-Josée, ça, écoute, c'est une super femme, j'adore. Wow. Je l'aime au bout. Et chaque naissance, moi, je braille à chaque naissance. C'est tellement grandiose, c'est vrai. Ça part à brailler tout le temps. Et les moments de réconciliation. Oui. C'est fort, ça. Oui. Très fort. Moi, ce qui me touche, c'est ta sensibilité, Stéphane. Ma sœur Suzy, quand on était jeunes, on a eu des moments difficiles ensemble et aujourd'hui, on est deux doigts de la main. Oui. OK? Il n'y a rien pour nous séparer. Ça fait partie d'un cheminement de compréhension de l'autre puis de pardon de l'autre. OK? Puis des fois, les gens vont dire « pardonne-moi », mais en même temps, ils peuvent avoir la perception qu'ils t'ont blessé ou... c'est toute une question de perception, mais cette réconciliation-là qui a eu lieu il y a plusieurs années, parce que ça fait plusieurs années qu'on est réconciliés, pour moi, c'est un beau moment. Est-ce que tu crois réellement qu'à travers tout ce qui se fait présentement par ceux qu'on surnomme les complotistes... C'est une étiquette. C'est une étiquette, oui. Mais des fois, à défaut d'argument, on insulte les gens. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on a, que la fondation, que les influenceurs qui se lèvent, que la foule, 10, 20, 30, 40 000 à Montréal, moi, je vise plus que ça. La semaine dernière. Moi, je vise 300 000. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment capable de faire basculer quelque chose? Bien sûr. Hors de tout doute. Sinon, je ne serais pas ici en train de te parler, je n'aurais pas la fougue, j'aurais pas le... C'est clair que oui. C'est clair que oui. C'est clair. Clair. Stéphane, je te laisse en terminant peut-être juste le mot de la fin pour nos auditeurs. Bien, écoutez, je vous aime, mes amis. On a une belle société. Il faut y croire. Puis merci de vous mobiliser. Merci également de vous informer. Merci pour tout. OK? Et puis, ayez la foi que ça va fonctionner. Et surtout, ayez pas peur. C'est ça la clé. La plus grande des peurs, je le dis toujours, c'est la perception qu'ont les autres de ce qu'on pense. Donc, soyez donc vous-même, OK? Puis libérez-vous de vos chaînes et vous allez voir que à la gang, on va finir par changer les choses. Et c'est déjà commencé. On a déjà shaké, en bon québécois, les colonnes du temple. Et oui, on va réussir. Et oui, le bien va triompher.
parce que c'est le mouvement pour le bien. Merci beaucoup. On a rencontré un homme extraordinaire, un homme sensible, un homme passionné, un guerrier, un homme avec une spiritualité qui croit en Dieu. On a fait une découverte extraordinaire chez nous aujourd'hui avec Théovox. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aux gens à la maison. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes plusieurs à nous poser la question, comment Théovox va chercher son financement? En fait, Théovox fonctionne avec vos dons. Nous avons dans Théovox un travail à temps plein. En fait, Théovox, c'est une petite équipe. On est 3 employés et nous fonctionnons par vos dons. Donc, si vous voulez nous supporter dans notre mission, vous pouvez le faire de différentes manières et vos dons vont nous permettre, entre autres, d'engager plus de personnel, d'avoir un meilleur équipement, d'être encore plus disponible pour couvrir chacun de vos événements sur le terrain. Alors, si c'est quelque chose qui vous interpelle, en fait, c'est pas compliqué. On a un superbe site Internet sur www.theovox.tv où vous allez voir, il y a un onglet qui est marqué « Dons ». Et dans l'onglet « Dons », en fait, vous pouvez faire des dons mensuels ou unique. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces dons-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche vraiment des partenaires qui pourraient nous supporter mensuellement, que ce soit... Il n'y a pas de petits ou de gros dons. Ça peut être un don mensuel de 5 $, de 10 $. En fait, il y en a pour tous les goûts dans le menu déroulant. Puis de toute façon, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis peut-être c'est plus difficile pour certains de faire un don via Internet, vous pouvez toujours également faire un virement Interact à don@theovox.tv. Et également, si vous voulez avoir plus d'informations ou d'autres façons de nous aider, vous pouvez également aller sur info@theovox.tv. Ou vous pouvez toujours téléphoner au 1-866-THEOVOX. En faisant le poste 220, il me fera plaisir de vous parler. C'est quoi le numéro de téléphone? Je le sais pas par cœur. 1-866-THEOVOX. 220. C'est bon. Donc, on veut vous remercier d'avance pour votre générosité. Merci d'avance de nous permettre de continuer d'exister et surtout d'être disponible pour couvrir chaque événement médiatique. Merci pour votre aide. Merci.